Salut les geeks, voici la vidéo d'avril. Au rayon des films, je vous présente Orca, la baleine tueuse. C'est un vieux film des années 70 que j'ai adoré et ça faisait vraiment très longtemps que je voulais l'acheter. Bon, là j'ai profité d'une occasion, d'une solde. Le revoir, ça m'a rappelé des souvenirs, mais je vais vous raconter ça en détail, plus que le film. Bon, le film en fait, l'histoire, donc c'est un type, Richard Harris, un pêcheur, qui tue une maman orque qui était enceinte, en plus. Et donc le papa orque, il est pas content du tout. C'est le début d'une chasse à l'homme par l'orque, qui va poursuivre et pourchasser Richard Harris jusque sur la terre ferme, jusqu'au moment où Richard Harris va finalement accéder à la requête de l'orque, et donc il va y avoir un duel. Et ça se passe dans les plaines glacées de l'Antarctique. Et il y a aussi Charlotte Rampling. Charlotte Rampling, ça a été l'amour de ma vie, pré-adolescente et adolescente. Ça s'est calmé ensuite, mais à l'époque, waouh, faudra que je vous en parle en détail un jour. En fait, Orca, je l'ai vu donc, on va dire 3 fois. La première fois, je l'ai vu, c'était la séquence du spectateur. Alors, les plus vieux d'entre vous s'en souviendront. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une émission présentée par Pierre Tchernia, et il y avait, il me semble, 3 extraits de films, chaque extrait durant 15 minutes. Donc c'était vraiment très long. Et ça spoilait à mort. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de spoil, donc bon. Je me souviens en fait donc de cet extrait, c'était à la fin quoi, où on voit Richard Harris tirer dans la glace pour essayer de débusquer l'orque, qui lui-même lui faisait perdre, enfin lui faisait gaspiller ses cartouches. Donc c'était excellent. Et j'avais 7-8 ans à l'époque. Et donc quand le film est passé au cinéma, j'ai été le voir, et donc j'ai fait chez mes parents pendant tout le film, en leur disant quand est-ce qu'on voit les orques, quand est-ce qu'on voit les orques, quand est-ce qu'on voit les orques. Je fais bien le petit chiard. Quand est-ce qu'on voit les orques. On voit vraiment, comme je les avais vus dans l'émission de Tchatchana, que à la fin. Donc j'ai emmerdé mes parents pendant 1h15. En gros. Et donc la troisième fois, en fait, ça a été en VHS. Parce que donc après, ouais, une dizaine d'années plus tard, j'ai trouvé donc la VHS à l'époque. Et puis maintenant, bon, donc c'est la quatrième fois, c'est le Blu-ray. J'aime beaucoup. C'était un peu un anti Les Dents de la Mer. Parce que dans Les Dents de la Mer, bon, le requin géant est intelligent, mais c'est plutôt une incarnation du mal, quoi. Alors que là, l'incarnation du mal, c'est l'être humain. Donc de ce point de vue-là, c'était vraiment très intéressant. On passe aux news. Le magazine Preview a annoncé que IDW, l'éditeur qui fait des grands formats, va nous sortir une édition spéciale à la fin de l'année, en octobre, sur John Buscema Marvel Heroes. Tout un programme qui va faire frétiller plus d'un ancien fan de John Buscema. On n'en sait pas plus pour l'instant, on ne sait pas non plus s'il y aura une couverture alternative. Je suis quasiment sûr que IDW va le faire, parce qu'ils l'ont fait pour les X-Men de John Byrne et les X-Men de Dave Cockrum. Donc ils se sont rendus compte que les anciens lecteurs, les anciens fans avaient de l'argent. Bon, ils le savaient déjà, mais ils en avaient encore plus qu'ils ne le pensaient. Donc je suis quasiment sûr que John Buscema va avoir droit à sa couverture alternative. Donc avant de vous ruer sur le lien dans la description, avant de précommander donc, cet album, je vous conseille quand même de garder un œil sur la version alternative. De plus en plus de magasins aux USA laissent les clients n'acheter qu'un seul exemplaire. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait des gens qui en achetaient 5, 10, 15, qui les faisaient signer ou pas, et qui les mettaient sur eBay à des prix de dingue, quoi. Donc il y a de plus en plus de magasins qui permettent d'acheter un peu moins cher, mais d'en acheter qu'un seul. Couverture régulière ou couverture alternative, c'est à vous de choisir. On passe aux jeux vidéo. Ça fait très longtemps en fait que je voulais vous parler de Ghost of Tsushima, que j'avais reçu en novembre et que j'ai terminé en fin février, début mars.
Donc j'ai passé 3 mois plus ou moins, et je me suis bien amusé. Ghost of Tsushima, c'est basé sur une histoire réelle, sur un fait historique réel, c'est-à-dire qu'il y avait la horde mongole qui a déferlé sur l'Asie, et sur le reste du monde d'ailleurs, mais ils ont commencé à envahir le Japon, notamment l'île de Tsushima. Et puis ils se sont fait botter les fesses, et puis donc ils sont repartis. Je condense l'histoire réelle. Et le jeu vidéo, lui, commence donc au moment où il y a le débarquement des Mongols, et les samouraïs de Tsushima se font laminer. Notamment le neveu de la personne qui est en charge de l'île, qui elle-même, donc c'est l'oncle, qui se fait kidnapper par le grand méchant mongol. Moi je pensais en fait que le but du jeu, ce serait de faire monter le niveau du neveu jusqu'au moment où il est suffisamment fort pour pouvoir battre le grand méchant mongol. Et non. Enfin, oui mais non. C'est-à-dire que très rapidement en fait on libère l'oncle, et puis plus ou moins rapidement il y a encore un retournement de situation, ce qui fait que on se retrouve tout seul contre, enfin tout seul en tant que le neveu, tout seul contre à la fois la horde mongole et les renforts japonais, enfin les renforts de samouraïs japonais qui ont été envoyés par le shogun pour défendre l'île. Donc c'est seul contre tous, et j'ai trouvé ça très 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 sympa. Je sais pas si vous connaissez The Witcher, le Witcher 3 sur PS4 notamment, et puis il a été sur plein d'autres supports. Avant The Witcher, j'adorais la série des Final Fantasy. J'ai joué au 7, 8, 9, mais le 7, je l'ai refait je sais pas combien de fois. J'y ai joué des périodes de 6 mois d'affilée enfin plusieurs fois. Final Fantasy 7 a été mon maître étalon des RPG pendant des années. Jusqu'au moment où j'ai découvert le Witcher 3. Et il y avait toujours un truc que j'aimais pas dans les RPG en général, c'était les quêtes secondaires pour pouvoir monter en puissance. Les quêtes secondaires généralement étaient mal foutues, où c'était tellement répétitif, on changeait juste la couleur des uniformes des méchants, c'était juste là pour faire monter de niveau. Dans le Witcher 3, CD Projekt Red, les développeurs, ont créé des quêtes secondaires qui ont un sens, qui ont une histoire. Donc vous n'êtes pas obligé de les faire, mais elles enrichissent l'univers. C'est un peu mon reproche avec Ghost of Tsushima. Il y a deux types de quêtes secondaires. Il y a celles qui sont scriptées, donc qui ont une histoire, donc comme dans le Witcher 3, ça vous fait monter en puissance. Mais il y a toutes celles qui sont aléatoires, vous rencontrez un groupe de méchants aléatoires, et ils sont soit seuls, soit ils ont capturé un ou une japonaise, et vous bousillez donc les méchants, et vous avez droit soit à un script, le mec va toujours dire la même chose, la fille va toujours dire la même chose, c'est merci de m'avoir sauvé la vie, ô grand samouraï, et c'est bien franchement très lourd, très rapidement. Soit vous allez avoir droit à un indice pour une quête secondaire, l'indice va être bon, vous êtes ici, il va vous dire, ou elle va vous dire qu'il se passe quelque chose là-bas, ce qui n'a aucun sens. Donc de ce point de vue-là, c'est un petit peu dommage. Un truc que j'ai adoré, vous avez plusieurs possibilités de paramétrage au début. Donc soit vous jouez en anglais ou en français, soit vous jouez avec des voix japonaises et des sous-titres dans la langue que vous voulez, soit vous jouez en japonais avec les sous-titres que vous voulez et en noir et blanc. Comme si vous étiez dans un vieux film de samouraï, genre les 7 samouraïs de Kurosawa, quoi. C'est génial. Enfin, l'idée de départ est géniale, malheureusement, ils ont juste transformé la couleur en noir et blanc. Ce qui fait que c'est très difficile de s'y retrouver, déjà juste de voir son personnage. Tout est grisâtre. D'où l'importance de prévoir à l'avance, si vous voulez filmer ou faire un jeu en noir et blanc, ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de contraste. Donc moi j'ai pris langage japonais, sous-titres anglais, et j'ai adoré ça parce que à chaque fois que je rentrais dans un village ou dans un lieu où il y avait plusieurs japonais, donc en fond sonore il y avait toujours des personnes parlant en japonais. Et il pouvait très bien se dire il est quelle heure, tiens j'ai soif, passe-moi le thé, enfin... C'était en japonais, je parle pas japonais, donc ça me dépaysait complètement. De ce point de vue-là, c'était génial. J'ai vraiment adoré ça. Et si je l'ai acheté en premier, c'est parce que ça se passe dans le Japon féodal, et moi c'est une période de l'histoire donc qui me plaît énormément.
C'est rigolo d'ailleurs parce que ma femme est japonaise et elle adore euh, tout ce qui est Europe médiévale, et donc elle adore jouer à Dark Souls, ce genre de jeu. Alors que moi ça me laisse complètement indifférent, parce que bon, des types en armure, je n'ai plein mes livres d'histoire, quoi. Alors que des types avec des chapeaux de samouraï ou des armures de samouraï, j'en ai pas dans mes livres d'histoire. Donc je comprends pourquoi elle est intéressée et en même temps pourquoi moi je suis intéressé. Donc peut-être que je vous prendrai un peu le jeu. C'est un RPG, j'y ai joué 70-80 heures, mais j'ai pas tout fini. Hein. J'ai fait la plupart des missions, j'ai pas découvert tous les secrets du jeu. Hein. J'en suis très loin d'ailleurs. Mais j'ai tué tous les méchants qu'il y avait. Donc ouais, c'est un RPG, vous pouvez customiser le personnage au fur et à mesure du jeu. Hein. Vous allez trouver des différents costumes, différents masques, des bandeaux, différentes armes. Vous avez 2 types de sabres, un grand et un petit. Vous avez 2 types d'arcs. Vous avez des différents types de flèches pour l'arc, etc. etc. quoi, hein. Donc vous avez plein de trucs. Vous avez différentes aptitudes. Par exemple, vous pouvez tuer silencieusement, plus ou moins silencieusement, plus de personnes silencieusement, etc. etc. quoi. Donc vous avez plein de trucs à faire. Si vous aimez les samouraïs, les histoires de samouraïs, le Ghost of Tsushima est pour vous. Quand je vous disais la dernière fois que j'allais vous parler bientôt de Rick Leonardi, je pensais pas que ça serait aussitôt. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous présenter ce dernier achat de bande dessinée dessiné par Rick Leonardi. C'est X-Men True Friends. Ce qui est vraiment super intéressant pour moi dans cette BD, c'est grâce à Facebook, une fois de plus. Il y a un groupe Facebook, The Art of Rick Leonardi. Je le fais bien, hein. Je ne dirais pas comme ça que j'ai 15 ans de pratique. Donc oui, comme je parle anglais comme une vache espagnole, faut vraiment pas avoir peur. Hein. Bon, c'est vous les gars, lisez de la VO. Le mec qui s'en occupe, c'est Ken Fries. Et Ken, c'est une bête d'anecdotes, de trouvailles, etc. Il connaît tous les artistes qui existent. Et non seulement il les connaît, mais il connaît plein de détails sur leur production. Notamment, donc, sur ce qui s'est passé avec True Friends. True Friends, c'est une mini-série donc, en 3 épisodes, qui est sortie au milieu des années 90, mais c'est l'aboutissement en fait de 2 précédentes mini-séries qui n'ont pas vu le jour, qui mettaient déjà en scène Phoenix, mais Phoenix Rachel, pas Jean, et dessiné par Rick Leonardi et scénarisé par Chris Claremont. Et il y a eu 2 taquesses qui ont fait qu'à l'époque ça n'avait pas pu aboutir. Ken Fries a présenté justement dans ce groupe Facebook tout ce qui reste des premiers travaux, des premiers essais de mini-série par Leonardi. C'est de ce point de vue-là que moi ça m'intéressait d'acheter cette mini-série, donc de voir le produit final, même s'il n'a pas grand-chose à voir avec les esquisses de départ, eh bien c'est le produit fini. Et puis c'est du Rick Leonardi. Donc voilà. Et il paraît que ça a été traduit en français à un moment. Moi je ne sais plus par quel éditeur, mais ça existe en VF. C'est pas ce qu'il a fait de mieux. Enfin, j'adore Rick Leonardi, même si j'ai du mal à prononcer son nom. Leonardi, ça. J'ai du mal. Il a commencé avec un style qui venait de l'animation, et puis qui a évolué en direction du manga. En tout cas à mes yeux, c'est comme ça que je le définis. Je suis pas du tout un fan de manga, mais il a une pureté, une simplification dans le trait pour aller à l'essentiel que j'admire. Ça d'une part, et d'autre part, il dessine comme une bête. Quoi. Pour raconter une histoire visuellement, il passe d'une case à l'autre, vous ne perdez jamais de vue où est le héros, qui est le héros, comment il se déplace dans l'espace. Chacune de ces pages, c'est une leçon d'art. Et il a travaillé pour Marvel, pour DC, et puis pour des indépendants. Mais malheureusement, pour moi, qui suis principalement fan de Marvel, il s'est vraiment énormément diversifié, et il a finalement peu dessiné pour Marvel. Mais je vous présenterai tout ça plus en détail le jour où je ferai vraiment une vidéo spéciale sur ce que je possède de Rick Leonardi. Alors vous avez remarqué bien évidemment que j'ai changé de t-shirt quasiment à chaque rubrique. C'est parce que au lieu de bloquer
une journée pour faire ma vidéo, comme je le faisais par avant, eh bien j'ai décidé que à chaque fois que j'avais quelque chose à dire, eh bien je le filmais. Ça m'a fait des petits modules au lieu d'avoir une grande vidéo. Et donc bon bah j'ai changé de t-shirt parce que je change de t-shirt quasiment tous les jours. Et oui, il peut le faire. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Je pense que c'est un tout petit peu plus dynamique, parce que bon, généralement quand je parle pendant 20 minutes, une demi-heure, une heure, je m'essouffle à la fin. Alors que là, cette fois, non. Enfin, je ne pense pas. Et puis ouais, donc j'ai pas parlé de livres, hein, parce que bon, il n'y avait rien de spécial ce mois-ci. J'en ai commencé plusieurs. J'ai commencé 3 livres différents. Il n'y en a aucun qui vraiment m'enthousiasme, donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas en parler pour l'instant. J'attends d'en finir au moins un, et puis on verra aux prochaines news. Donc j'espère pour les news de mai de faire ce qui me plaît, et notamment de parler donc de l'omnibus des défendeurs. J'espère que je l'aurai reçu. Et je vous tiens au courant. Allez, on se retrouve sur les réseaux sociaux, comme toujours Twitter, Facebook, Instagram. Et puis, ne vous découvrez pas d'un fil. Et à très bientôt. Ciao, ciao.